Je me dis, mais ouais, comment c'est bénéfique pour la plupart d'entre nous, individuellement et collectivement, quand on est dans un échange constructif où chacun écoute le point de vue de l'autre comme juste une information nouvelle que peut-être la personne n'avait pas, et dire qu'est-ce que je prends d'intéressant dans ce que l'autre me propose et comment je lui partage ce qui est important pour moi. Donc, j'ai pu voir ça dans l'environnement professionnel où j'étais avant, en entreprise. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esprit de coopération. Je suis Claire Giraudet et je vous propose dans ce podcast d'aller à la rencontre de celles et ceux qui insufflent l'esprit de coopération au quotidien dans les collectifs. Je suis très heureuse de vous présenter et de vous faire découvrir dans cet épisode Olivier Babando, formateur en communication consciente et constructive, qui sera bientôt formateur certifié en CNV. J'ai moi-même suivi plusieurs jours de formation en CNV et ces journées ont été très fondatrices dans mon envie de diffuser l'esprit de coopération. Alors c'est assez naturellement que j'ai eu envie de parler de ce sujet dans ce podcast. J'ai découvert Olivier à travers une vidéo extraite d'une masterclass où il présentait la communication consciente et constructive. Et j'ai rapidement été touchée par la sincérité et l'authenticité avec lesquelles il racontait son parcours qui l'avait amené à devenir formateur dans ce domaine. Entendre un homme parler de cette façon, de ce que la CNV a changé dans sa manière d'être père et mari, m'a fait beaucoup de bien et a même provoqué chez moi une certaine admiration. Pas facile de parler de remise en question d'émotions pour un homme dans une société patriarcale qui n'a pas toujours autorisé les garçons et les hommes à laisser s'exprimer leur vulnérabilité. Il ne m'en fallait pas plus pour avoir envie de l'inviter à mon micro. Je vous souhaite donc une très bonne écoute. Bonjour Olivier. Bonjour Claire. Alors, on va démarrer notre entretien par un brise-glace, puisqu'en communication non violente, on n'aime pas tellement demander comment ça va, parce que ça donne une réponse souvent assez biaisée. Et donc, pour ça, moi, j'ai un petit outil qui s'appelle l'anti-ça-va, justement. Et donc, je vais te le partager et tu vas voir, c'est un certain nombre de questions. Est-ce que tu les vois là du coup sur ton écran? Ouais, il y a plusieurs catégories. Il y a apprendre à me connaître, nourrir mon humanité, prendre une bonne dose d'optimisme, faire le bilan sur mes envies, me remettre en mouvement, m'ouvrir à l'instant présent. Est-ce qu'il y a une catégorie là qui te parle plus que d'autres aujourd'hui? Prendre une bonne dose d'optimisme. Ok, alors on est parti pour ça. Est-ce que tu veux une question facile, moyenne ou difficile? Alors, j'ai envie de commencer tranquillement. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres, mais facile. On va déjà Facile. faire Bon. ça. Ouais. Alors, je génère une question. Mime une émotion de ton choix et laisse-moi deviner. Tiens, ça c'est intéressant. On va parler CNV. C'est intéressant. D'accord. Alors, donc, Olivier, comme vous ne voyez pas, Olivier a fait des grands yeux. Et donc, je suppose que c'est la surprise. C'est ça, Voilà. étonnement, surprise. Ouais. Ok, super. Bon. Un peu dans l'état d'esprit dans lequel je suis en découvrant ce questionnaire, à la fois de la curiosité, un peu d'appréhension. Où est-ce qu'on va aller, mais de la curiosité. Voilà. Bon. On va pouvoir du coup passer justement pour répondre à la curiosité de nos auditeurs à ta présentation. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous présenter qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui? Donc, qui je suis? Je suis Olivier Babando. J'ai 46 ans, j'aime bien le préciser. Et voilà, je suis marié à Pascal, que je connais depuis 26 ans, que j'ai rencontré à l'école. Et on a 2 enfants, 2 filles qui ont 15 et 18 ans. Et mes activités aujourd'hui, depuis maintenant un peu plus d'1 an, c'est d'être formateur en communication consciente, qui s'inspire du processus de communication non violente que j'ai découvert depuis maintenant quelques années, dont on va beaucoup parler pendant les prochaines minutes. Voilà, tout à fait. Et justement, avant qu'on parle de CNV, on va redonner ce que ça veut dire CNV, donc communication non violente. Et toi, tu utilises un autre terme que tu viens de dire, communication consciente. Pourquoi? Explique-nous pourquoi. Alors, il y a, je vais dire, 2 raisons principales. La première, c'est qu'aujourd'hui, je ne suis pas formateur certifié en communication non violente. Je suis dans le parcours de certification, et un parcours qui est long en durée, c'est plusieurs années,
est long parce que c'est un chemin de transformation personnelle, d'intégration du processus de communication non violente et commencer à le transmettre. Et donc, par loyauté, enfin, pour honorer ceux qui ont déjà fait ce parcours, qui sont déjà certifiés, pour pas qu'il y ait de confusion pour les gens qui viennent à mes stages ou mes groupes de pratique. Voilà, bien différencier ceux qui sont certifiés, qui ont fini ce parcours, de ceux qui sont dans le parcours, voire même ceux qui font le choix de ne pas être dans le parcours, comme j'aurais pu faire ce choix. Aujourd'hui, je suis dans ce parcours, mais je ne suis pas encore certifié. Donc, première raison pour laquelle je ne dis pas que je suis formateur CNV. Et la deuxième, c'est aussi parce que j'aime beaucoup ce terme de communication consciente. Je vois que quand je parle de communication non violente, ça peut générer un peu de réactivité chez les gens en disant ah mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis violent moi si je pratique pas ou si je connais pas la communication non violente. C'est sûrement les réactions que j'ai eues au début quand j'ai découvert ça et surtout le nom. Donc je préfère utiliser communication consciente parce que c'est vraiment comme ça moi ce que ça m'a apporté cet outil et comment ça a transformé ma vie de d'agir en conscience de ce que je vis et de l'impact que j'ai sur moi-même et sur les autres. Donc vraiment d'avoir cette conscience et pas d'être dans la réactivité, mais dans la conscience de ce que j'ai envie d'apporter au monde qui m'entoure. Mm. Bien résumé. J'ai envie donc, de revenir un peu sur ton parcours. Tu as été sans doute témoin d'expériences de coopération, de personnes qui ont coopéré, qui ont communiqué de manière bienveillante et consciente. Et je suis assez curieuse de savoir, toi, qu'est-ce que ça provoque chez toi comme sentiment de voir ça quand tu es témoin de ça? Euh, alors un mélange d'abord d'enthousiasme. Je me dis mais waouh, comment c'est bénéfique pour la plupart d'entre nous, individuellement et collectivement, quand on est dans un échange constructif où chacun écoute le point de vue de l'autre comme juste une information nouvelle que peut-être la personne n'avait pas et dire qu'est-ce que je prends d'intéressant dans ce que l'autre me propose et comment je lui partage ce qui est important pour moi. Donc, j'ai pu voir ça dans l'environnement professionnel où j'étais avant, en entreprise, que quand on collabore et qu'on s'écoute les uns les autres, eh ben, généralement, ça crée des choses plus bénéfiques pour le collectif et pour chaque individu. Et en même temps, du coup, un peu de tristesse de voir que souvent, et dans nos habitudes de communication, on n'est pas dans cette énergie de collaboration parce qu'on a des choses qui sont peut-être trop stimulées chez nous. Et je vois les dégâts que ça peut avoir moi, je les ai expérimentés pendant de longues années, notamment en entreprise. Et un peu triste de voir que par l'habitude, parce qu'on peut voir un peu autour de nous, dans nos systèmes éducatifs, en entreprise, partout, on peut rester dans ces automatismes et qui créent, de mon point de vue, plus d'effets négatifs que d'effets positifs. Donc voilà. L'enthousiasme à vouloir essayer de changer ce monde et contribuer à plus de collaboration et un peu de tristesse de voir que c'est un peu dur d'y arriver. Mais on est plusieurs à avoir envie d'œuvrer en ce sens. Oui, c'est dans cette tristesse-là que tu as puisé les ressources et l'envie d'aller te former et de diffuser ce message, j'imagine. Ouais, ça me donne la motivation de dire, ok, maintenant j'ai conscience, d'où ce terme de communication consciente. Dire, j'ai conscience de ce que j'ai pu vivre qui n'était pas confortable, pas agréable pour moi, et ce que ça a pu générer chez moi. J'ai conscience de ce que ça a pu générer chez les autres, les comportements que j'ai eus, les mots que j'ai eus, souvent maladroits, voire blessants chez des gens. Et ça me motive à dire, ok, maintenant j'ai cette conscience et j'ai envie de faire les choses différemment. Et, et j'ai envie de montrer un exemple qui donne envie à d'autres de le faire, non pas en disant ce que vous faites c'est mal, parce que c'est perpétuer finalement le modèle duquel j'essaye de sortir, mais juste dire voilà, peut-être qu'en faisant différemment, on arrivera à des choses qui sont plus agréables pour la majorité d'entre nous. Donc ça me donne effectivement de la motivation à œuvrer dans ce sens. Est-ce que je la pose à tous mes invités parce que je trouve que c'est intéressant de confronter différentes visions de ce qu'est la coopération. Est-ce que toi, tu pourrais nous donner ta définition de la coopération? La coopération, j'essaie de voir finalement ce que je pourrais rajouter, parce que je l'ai déjà un peu évoqué tout à l'heure, mais pour moi, la coopération, c'est s'inspirer finalement des points de vue de chacun, et j'ai même envie de dire finalement s'émerveiller des points de vue de chacun et de chercher finalement d'œuvrer à avoir des points de vue différents et dire et de prendre dans les points de vue de chacun qu'est-ce qui est au service, qu'est-ce qui l'est moins et dire voilà de tout ça comment je fais du et avec tout ça en fait.
plutôt que de dire, dans ce que j'ai pu vivre souvent malheureusement à l'école ou en entreprise, où finalement c'est chercher celui qui a raison, comme s'il n'y avait qu'une solution. Mm. Faire du et avec les points de vue des uns et des autres et voir par rapport à ce que chaque individu aspire à vivre et ce que le collectif aspire à vivre, comment prendre le meilleur de chaque point de vue et en faire un tout qui sera plus agréable et plus confortable pour la majorité du groupe. Mm. C'est ça pour moi la coopération. Oui, et c'est pour ça que quand j'ai découvert la CNV et quand je me suis intéressée à ce sujet de la coopération, je me suis dit, mais la CNV, c'est le langage de la coopération, en fait, puisque c'est exactement cet objectif-là. Est-ce Mhm. que pour nos auditeurs qui ne seraient complètement étrangers à la CNV, qui ne connaîtraient pas qui ne la connaîtraient pas, est-ce que tu peux rapidement nous expliquer d'où elle vient, ce que c'est? Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation? Ah, c'était la fameuse question. Alors, j'appréhendais un peu. Je l'appréhende pas parce qu'évidemment, j'aime beaucoup parler de CNV. Je l'appréhendais dans le sens où, dans la même question, il y avait parle-moi de CNV rapidement. Oui. Et c'est là où je vois toute cette difficulté de rapidement parce que c'est un outil euh, très complexe, très avec voilà, diversité de ce que ça peut apporter. Alors j'ai commencé, j'ai nommé outil et je vais commencer avec ça. C'est un outil, c'est un processus voilà, qui est assez simple à expliquer. C'est en 4 étapes, je ne vais pas l'expliquer là, mais c'est un processus qui permet finalement de changer notre manière de vivre les choses et de les exprimer et d'écouter aussi ce que les autres vivent et plutôt que de rester dans le modèle habituel. La plupart d'entre nous, on a un prisme de jugement de la situation. Je suis un juge de ce que j'observe, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Ça, c'est vrai pour ce que je fais moi ou ce que font les autres. Est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est pas normal? Et finalement dire, j'essaie de transformer ça, de traduire ça en ces jugements-là, qu'est-ce que ça dit de moi? Si je trouve que quelque chose est mal, en fait, ça veut dire que ça m'apporte de l'inconfort. Donc, de traduire ça en ce que ça me fait vivre, mes ressentis, et quels sont les besoins, les choses qui sont importantes pour moi que je vis pas dans ces situations. Et c'est vrai aussi pour les jugements positifs, hein, quand je trouve que quelque chose est bien. Euh, pourquoi je trouve que c'est bien? Parce que c'est joyeux pour moi, parce que ça nourrit plein de besoins, et d'avoir cette conscience que ça me dit des choses de moi. Mais ça, c'est un processus et finalement, c'est que la partie visible de l'iceberg. Ce serait un peu trop réducteur que de résumer la CNV que à ce processus. Voilà. Mais en tout cas, c'est le squelette qui permet d'observer la vie, ce qu'on vit nous et ce que vivent les autres au travers de ce squelette en disant, ah voilà, cette personne, elle vit ça parce qu'elle a besoin de ça et comment je peux contribuer à lui rendre la vie plus belle et comment je peux contribuer à moi me rendre la vie plus belle. Et à force d'utiliser ce processus, on se connaît mieux parce qu'on a accès à ce qui est important pour nous, à nos ressentis, à nos émotions, aux besoins qu'on aspire à vivre. Et pareil, on, on, on s'intéresse plus à l'autre et à ce qu'il vit et à ce qui est important pour lui. Donc, ça permet de créer des relations plus harmonieuses, plus fluides, plus de sérénité pour soi, pour l'autre et pour la relation qu'on a avec l'autre. Et j'ai envie juste de finir la définition de la CNV. Moi, j'aime beaucoup le l'intention de la CNV, c'est de vraiment se connecter à soi, ce qu'on vit, se connecter à ce que l'autre vit, pour privilégier la qualité de la relation au résultat qu'on en attend. Ça veut dire qu'on attend ça veut pas dire que le résultat n'a plus d'importance, mais en tout cas que c'est secondaire. Et d'abord, c'est la qualité de la relation. Et le résultat, il en découlera. Oui, c'est un peu ce qu'on retrouve dans l'esprit de coopération, c'est faire œuvre ensemble, peu importe finalement le résultat, mais ce qui compte aussi surtout dans la coopération, c'est vraiment de se dire on est ensemble et on privilégie ce ensemble avant de voir le résultat Mhm. qu'on atteint. Tout Ouais. à fait. Et j'ai envie de rajouter, avec la confiance, à fur et à mesure de le pratiquer, de se dire finalement la confiance que le résultat, il sera au moins aussi bon que ce que j'aurais pu atteindre avec une autre manière de faire plus directive, plus dans l'opposition, dire ouais, mais je vois que les résultats, ils me conviennent et ils conviennent aussi à l'autre et ça crée de la fluidité dans les relations et on arrive à construire des choses bénéfiques pour la plupart pour le plus grand nombre. Mm, mm. Comment toi tu en es venu à t'intéresser à la CNV et pourquoi pourquoi ça fait tilt chez toi? Pourquoi ça a été un déclic? Est-ce que tu peux nous raconter un peu Dans ma manière d'éduquer, d'élever, je suis un peu gêné par ces mots, un peu éduquer, Mm. élever, ça donne l'impression que je suis là pour dire à mes enfants, à mes filles, ce qu'elles doivent faire. Et ça a été le cas pendant longtemps, jusqu'à mes 40 ans.
Et ça semblait bien fonctionner avec la plus grande, Elise, qui a maintenant 18 ans, parce qu'elle était sage et obéissante. Et par rapport à mes modèles éducatifs, ben, c'était confortable, hein. Elle faisait à peu près tout ce que j'attendais d'elle, donc c'était plutôt confortable pour moi. Certainement pas pour elle, mais ça, je l'ai découvert que bien plus tard. Et ensuite, on a eu Auréa. Et là, Auréa, elle était dans la dans la rébellion, voilà, d'un modèle qui lui convenait pas, de directives qui étaient trop directes, voilà, qui lui convenaient pas. Et ça, ça nous a chamboulé, Pascal et moi, ma femme. Et surtout, après, on a découvert qu'elle était porteuse d'un handicap. C'était la dysphasie, hein, c'est un trouble du langage. Je pense qu'elle est indépendant du fait que c'est une enfant, elle, qui est voilà, qui vit mal le fait qu'on lui donne des ordres. Mais voilà, à ajouter à ces difficultés d'apprentissage liées à son handicap, ça changeait nos schémas habituels de dire, moi, j'avais ces croyances que voilà, le papa, il dit ce qu'il faut faire. Quand on veut, on peut. Et parfois, sur certaines choses, quand on touche au handicap, même quand on veut, on peut pas. Elle voulait parler, elle pouvait pas jusqu'à l'âge de 6 ans. Donc, ça nous a secoués en disant, mince, ça marche pas comme on voulait. Et on s'est rendu compte qu'on était aussi à la fois le problème et la solution. Et donc, on s'est intéressé d'abord à des modèles éducatifs alternatifs, pour voir comment accompagner Auréa dans ses difficultés et surtout dans les nôtres, parce qu'on a celles de difficultés. Donc, c'était de l'éducation bienveillante. Je n'aime pas du tout ce terme d'éducation bienveillante. Ça sous-entendrait que ceux qui le font pas, les parents qui le font pas, sont pas bienveillants. J'y crois absolument pas. Je crois que tous les parents le sont. Je l'étais aussi. Mais maladroits et peut-être pas conscients de l'impact que les mots ont sur nos enfants. Et dans ce chemin de transformation, de réflexion, ensuite, j'ai découvert la CNV. Et ça m'a apporté des clés, des billes supplémentaires encore de conscience de ce que je vivais moi-même, de ce que je faisais vivre à mes filles. Et voilà, ça m'a tellement changé ma relation moi-même à mes filles autour de moi que je me suis dit intensivement avec plusieurs dizaines de jours de CNV chaque année. Mm, mm. Ouais, et je rebondis parce que donc tu en parles pour côté personnel, hein, dans la vie personnelle, mais j'avais vu une vidéo où tu présentais une problématique que tu avais rencontrée au sein de ton entreprise sur une histoire de bureau partagé, de problématiques d'espace de travail. Est-ce que tu peux nous raconter cette anecdote qui me semble être assez significative aussi pour montrer que des fois le résultat qu'on atteint avec la CNV et avec la coopération vient bien au-delà de ce qu'on pouvait imaginer seul et de la solution qu'on pouvait imaginer seul. C'est un exemple qui est marquant, je trouve. C'est l'exemple où une partie de l'équipe dans laquelle je travaillais avait décidé de transformer une salle de C'est réunion dans ça. leur bureau? Ouais. Ouais. Ah ouais, ça j'aime bien cet exemple aussi pour montrer que la CNV peut aussi contribuer en milieu professionnel. Effectivement, un matin, j'apprends dans ce grand open space qu'une partie de notre équipe avait décidé entre eux de prendre une de nos salles de réunion, la transformer en bureau et d'y déménager, sans en discuter avec le reste de l'équipe. Et là, quand j'ai appris ça, ma première réaction, voilà, l'instant premier, que même la CNV peut pas complètement transformer, c'était intérieurement, mais genre, pour qui se prennent, les gars? Genre, ils décident tout seuls, nous, on n'existe pas, mais n'importe quoi. Donc voilà, tous les jugements que je pouvais avoir de cette situation, de ces personnes-là, que la CNV n'enlève pas, hein. Mais juste la CNV, ça te permet juste de dire, oh là là, Olivier, soit tu as le choix d'aller voir ces personnes-là avec l'énergie que tu as là. D'ailleurs, même je vois qu'en le racontant, j'ai encore l'énergie dans mon corps, l'envie de mouvement et d'aller vers ces gens et dire, mais non, mais n'importe quoi. Est-ce que tu as envie d'aller les voir avec cette énergie et être au service de quoi? Ou d'abord dire, clarifie qu'est-ce que ça te fait vivre. Et en fait, moi, je voyais que toutes ces valeurs d'échange, de partage, de collaboration, de co-construction, elles n'étaient pas nourries en situation. Donc j'étais agacé parce qu'ils avaient choisi et j'étais pas impliqué, voilà, d'implication. Donc ça me faisait vivre ça. Et je dis, mais moi, c'est ça que j'ai envie de vivre. C'est ça que j'ai envie de leur partager à cette partie de l'équipe. Et j'étais aussi, une fois que j'étais apaisé, curieux de dire, mais tiens, mais pourquoi ils ont pris cette décision? Voilà, ils ont sûrement plein de bonnes raisons. S'ils ont fait quelque chose, c'était aussi pour nourrir des besoins. Et ça, c'est important de le souligner. Dès qu'on fait quelque chose, c'est pour nourrir des besoins. Et donc, je suis allé voir une des personnes de l'équipe, qui est le facilitateur de cette équipe, beaucoup plus apaisé moi intérieurement. Et du coup, je lui ai demandé, tiens, pourquoi vous avez ce choix? Qu'est-ce qui vous anime? Et donc, lui, parce que je l'écoutais, il m'a parlé de plein de choses, plein de problématiques que cette équipe avait, la nuisance sonore d'être dans un camp open space, la pression qu'il recevait de la part du manager qui attendait plein de résultats. Et donc, ils aspiraient à plus de calme et de tranquillité. Donc, c'était une stratégie de prendre cette salle et d'être tranquille.
Une fois que j'ai l'écouté, j'ai pu partager moi comment je vivais ça. Et j'ai dit, bah, ok, toi t'aspires au calme, et moi je suis touché par ça, de prendre soin de l'équipe. Et moi c'est aussi mon cas. Comment on pourrait construire ensemble, trouver une solution ensemble qui prenne soin des besoins de tout le monde? Et il a été réceptif à ce que je lui proposais. On a cherché ensemble d'autres salles dans le même bâtiment qui pourraient remplacer la salle de réunion qu'on avait. Et on n'en a trouvé pas une, mais deux. Donc on a eu deux salles de réunion supplémentaires et donc ils ont pu transformer la salle initiale en bureau. Ils ont déménagé et à la fin, la solution était plus confortable pour tout le monde. On avait des salles de réunion supplémentaires. Il y avait moins de monde dans l'open space parce qu'eux avaient déménagé dans cette salle et eux, ils étaient au calme dans une salle pour travailler plus efficacement. Et la vertu que je vois, ouais, j'adore cet exemple parce que je vois que en termes de résultats, ça a fonctionné, mais en termes de relation aussi avec cette personne, je me suis rapproché de cette personne. Et puis surtout, c'est qu'on n'est pas obligé d'être deux à faire de la CNV pour créer des relations plus harmonieuses. Là, dans mon cas, il n'y avait que moi, mais par l'écoute que je lui offrais, par le modèle que je lui offrais, ça a permis de fluidifier la relation et d'aller vers de la collaboration qu'on a continué après sur plein d'autres situations avec cette personne dans l'équipe. Oui, je rebondis sur le fait qu'effectivement, la personne qui a été ton interlocuteur ne connaissait pas la CNV, ne pratiquait pas la CNV. Et ça montre, parce qu'on entend souvent, hein, mais oui, si on n'est pas deux à connaître la CNV, c'est pas possible, ça fonctionne pas. Là, ça prouve que si, ça fonctionne. Et donc, du coup, j'ai envie de parler tu parlais de faire le calme en soi et être au clair, faire la clarté en soi sur ce qui se joue. Et j'entendais aussi dans ce que tu disais, l'intention. Avec quelle intention je vais aller voir cette personne? Est-ce que mon intention, c'est d'obtenir gain de cause et d'avoir raison et d'obtenir ce que je veux? Ou est-ce que mon intention, c'est de la rejoindre? Est-ce que tu peux justement nous parler de l'intention en CNV? Est-ce que tu peux nous parler de ce que ça représente? Avec grand plaisir, parce que je suis rassuré que tu me poses cette question pile à ce moment-là, parce que je vois que dans l'histoire que j'avais racontée avant, que j'ai essayé de faire la plus courte possible, et je pense qu'il y a une part de moi qui est un peu gênée qu'elle soit un peu trop longue. Mais à la fin, quand je disais, ouais, on n'est pas obligé d'être deux à faire de la CNV, il peut y en avoir qu'un, il y a une voix qui m'a dit, ouais, mais les gens peuvent croire que du coup, parce que tu fais de la CNV, tu peux manipuler l'autre. Et, et peut-être que cette personne pourrait avoir cette impression a posteriori. Et donc, j'étais un peu gêné avec ça. Donc, ravi que tu me poses la question sur l'intention, parce que pour moi, c'est vraiment crucial. C'est même l'élément principal. Avec quelle énergie je vais voir cette personne? Si je vais avec l'intention d'attendre un résultat de sa part et en plus d'avoir l'idée du résultat, d'attendre un changement de comportement de sa part, à ce moment-là, c'est plus de la CNV. C'est utiliser les habiletés, le processus de CNV pour manipuler l'autre. C'est pas du tout ça la CNV. La CNV, c'est vraiment avec l'intention de savoir d'où ça part de chez moi, qu'est-ce qui est gênant ou pas, si c'est une situation dérangeante, qu'est-ce que ça me fait vivre et comment j'ai envie de le partager à l'autre, et surtout voir l'autre, comment l'autre vit cette situation, qu'est-ce qui est important pour lui, se relier à ce qui est important pour lui, pour trouver ensemble une solution qui pourrait convenir à tous les deux. Et parfois, la CNV, elle nous invite juste à dire si on n'a pas l'élan d'aller voir l'autre, parce qu'on est trop stimulé, peut-être ça nécessite de prendre plus de temps pour soi-même, pour clarifier tout ça, et voir si on a un moment l'élan d'aller voir l'autre. Mais en tout cas, d'y aller, que si vraiment on a cette envie, se relier à l'autre et à sa réalité, à ce qu'il vit, et pas je vais lui imposer la mienne, je vais passer en force pour obtenir un résultat qui serait agréable pour moi. Et je rebondis sur une expérience que j'ai vécue, moi, avec les enfants. On revient à l'éducation, même si tu n'aimes pas le mot. Je sortais de mes 2 premiers modules de formation en CNV, je crois. Et les enfants se disputaient à l'étage. Ça faisait un boucan pas possible. J'avais besoin de calme. J'étais très agacée. Et j'y suis allée sans justement clarifier mon intention de départ. Et en fait, même si j'ai mis en place tout ce que je venais d'apprendre en formation CNV, on s'est évidemment, c'est monté en mayonnaise. Enfin, ça a été une cacophonie pas possible. Je n'ai absolument pas obtenu le calme que je voulais avoir. Et en fait, je me suis rapidement dit, oui, mais en fait, avec quelle intention t'es monté les voir? Est-ce que ton intention, c'était vraiment plutôt de tenter de les résoudre, de résoudre le conflit, parce que ça, en fait, au fond, c'est pas, t'avais pas envie de calme, tu avais envie que la relation conflictuelle du moment cesse,
parce que ça te fait de la peine de voir tes enfants se disputer tout bêtement. Mmh. Voilà, quelle était vraiment ton intention? Et je me suis dit, bah non, mais j'étais pas dans la bonne intention. Je voulais que ça cesse parce que je voulais retrouver du calme, mais au fond, mon intention première et ma vraie intention, c'est que ça me fait de la peine de les voir se disputer. Et voilà. Mmh. Et donc, oui, si on a beau avoir tous les outils et connaître et être formé à la CNV, voilà, rien que de se tromper d'intention, on peut faire échouer le résultat qu'on attendait, quoi. Mmh. Donc, Ouais, ouais. et dans l'éducation, il y a ça aussi beaucoup avec les enfants. Est-ce que je veux obtenir qu'ils fassent ce que j'ai envie qu'ils fassent, ou est-ce que j'ai envie de les inviter et de leur donner l'opportunité de contribuer à une vie familiale plus apaisée, plus fluide, plus coopérative. Voilà, donc effectivement, dans cette intention-là, je crois que c'est vraiment le centre, en fait. On pourrait presque même ne se contenter que de ça, presque Mmh. finalement, quand on ne Ouais. connaît pas la CNV. Mmh. Ouais, ouais, ça m'est venu un moment que je parlais en disant: «S'il y avait qu'un truc à retenir, oubliez, toute le squelette, la structure de la CNV, mais juste avec quelle intention vous y allez». Et de se dire: est-ce que je suis complètement aligné? Est-ce que j'ai la conscience de l'intention que j'y mets? Parce que dans ce que tu disais, il y avait un truc qui me j'ai vraiment un peu la crainte que les gens disent: «Ah, du coup, on fait de la CNV, on est parfait, on se trompe jamais Mm. d'intention». Il y en a pas une qui est meilleure que l'autre d'intention. Tu vois, d'avoir du calme ou d'aspirer à ce que ses enfants vivent, de manière harmonieuse et se crient pas dessus à longueur de journée. C'est des intentions différentes, mais l'important, en fait, la CNV invite à essayer voilà, d'être le plus aligné possible avec l'intention qu'on a envie, avec laquelle on a envie d'aller vivre les relations, et aussi accepter que parfois on n'y arrive pas, parfois on Mm. n'a pas la disponibilité, parfois il y a plein de choses qui jouent, et juste d'accepter, alors je vais dire erreur, mais c'est pas erreur, c'est juste qu'on n'avait pas forcément l'alignement parfait entre ce qu'on aspire à vivre et ce qu'on a proposé au monde, et en même temps avoir cette conscience au moment présent ou quelques minutes après ou quelques heures après ou plus tard, dire: «Ah bah tiens, finalement, ce que j'ai proposé, comment j'ai agi, c'était pas complètement aligné avec ce que j'aurais voulu faire». Et il est toujours temps de retourner voir les personnes, tes enfants dans ton cas là, Mm. et dire: «En fait, je vois que je suis mal à l'aise par rapport à comment je suis venu tout à l'heure. J'aurais aimé le faire différemment. Est-ce que c'est OK si on en parle et on fait différemment?» Voilà. Ça ne pas finalement contribuer à ce paradigme qu'on essaye de changer en disant bien ou mal, Mm. essayer de vivre les choses qui ont plus de sens pour nous et accepter que par moment, le résultat sera pas, la manière de faire le résultat sera pas complètement aligné avec ce qu'on aurait aimé vivre. Mm. Mais c'est la vie. Et c'est comme ça, oui, tout à C'est fait. comme ça, ouais. Vous appréciez cet épisode? Alors je vous invite à laisser un commentaire ou une évaluation sur Apple Podcast, ou encore à partager cet épisode autour de vous si vous pensez qu'il peut intéresser quelqu'une ou quelqu'un de votre entourage. Vous m'aiderez ainsi à diffuser plus largement encore l'esprit de coopération, et pour cela, un grand merci. Justement, du coup, j'ai envie avec l'actualité du moment, j'ai beaucoup envie de parler d'auto-empathie et d'accueil de ses émotions, parce que justement, on pourrait être tenté avec tout ce qui nous tombe dessus en ce moment, de se dire, oh là là, je me sens pas bien, mais du coup, je fais rien, enfin, d'être assez dans la culpabilité, de se dire, mais moi, je suis au chaud, je suis pas dans un pays en guerre, pourquoi je suis comme ça, je devrais être voilà. Et j'aimerais bien qu'on parle d'auto-empathie et justement comment la CNV aide à coopérer avec soi-même. J'aime bien le terme coopérer avec soi-même, c'est-à-dire qu'on est souvent tiraillé de plein d'injonctions, de bien, de mal, un peu ce que tu disais. Et voilà, j'aimerais bien t'entendre parler d'auto-empathie et de comment ça peut nous aider à nous apaiser et à retrouver le calme en soi. Mmh. L'auto-empathie. Moi, j'aime beaucoup l'auto-empathie parce que ça me permet de vivre de l'autonomie voilà, dans ma manière d'accueillir ce que je suis en train de vivre. Je vois aussi que c'est des schémas, de mon éducation, ou de réussir les choses par soi-même, de pas avoir besoin des autres. Je découvre avec la CNV que parfois c'est aussi bien d'accepter l'aide de l'autre, ça veut pas dire que c'est un signe de faiblesse. En tout cas, du coup, j'aime quand même beaucoup l'auto-empathie pour, j'évoquais tout à l'heure, transformer tous les jugements que je peux avoir, alors sur ce que je peux voir
dans le monde autour de moi, mais aussi sur moi-même. Tu parlais de culpabilité, de dire si je suis pas à l'aise et je me sens un peu coupable de pas agir ou de pas faire des choses qui permettent de changer ou d'influencer ce qui se passe autour de moi. Et ben, l'auto-empathie, ça permet d'aller voir finalement, et qu'est-ce que ça dit de moi quand je culpabilise? Je suis gêné, je suis mal à l'aise, je suis inconfortable et j'aimerais vivre autre chose. J'aimerais peut-être contribuer, j'aimerais de la paix dans le monde, la sérénité pour moi et pour les autres. Et en faisant ce processus d'auto-empathie et en prenant le temps de le faire, ben, ça permet déjà en ayant cette conscience, ça s'expérimente, ben, que ça apporte une sérénité intérieure et de l'apaisement. Et du coup, plus de discernement et de clarté pour dire, ah, j'ai touché ça, voilà les besoins qui sont importants pour moi. Par exemple, si on touche le besoin de contribution, c'est important pour moi de contribuer. C'est de dire, ben, d'ici, moi, de Toulouse, comment est-ce que je peux contribuer à quelque chose qui aura du sens pour moi et d'essayer d'imaginer toutes les stratégies possibles. Il y en a plein. Chacun trouvera celle qui lui correspond le mieux dans l'idée de nourrir ce besoin que l'auto-empathie a permis d'identifier. Dans mon cas, ça pourrait être la contribution, mais pour plein d'autres gens, besoin de sens, faire quelque chose qui a du sens pour eux. Euh, et et l'idée de l'auto-empathie, c'est pas d'arriver vers une solution, mais vers toucher les besoins qui sont importants pour nous, pour ensuite nous donner l'énergie pour aller nous faire des demandes aux autres, passer à l'action. Et je trouve, enfin, moi, j'aime bien cette idée que la CNV, quand même, c'est un outil pragmatique. En tout cas, c'est comme ça que j'ai envie de le transmettre. Ça peut être clarifier moi ce qui est important pour moi et de passer à l'action avec un truc qui a du sens pour moi et qui contribue, qui a du sens pour les autres. Mm. Et en auto-empathie, je pense aussi, du coup, tu parlais de disponibilité, hein. C'est presque, entre guillemets, une hygiène de vie, c'est-à-dire prendre le temps régulièrement de faire le point avec soi. Alors après, moi, je pratique depuis peu la CNV, mais je vois que j'arrive quand même à le faire de plus en plus comme un réflexe, hein, des micro-moments dans la journée, de dire au fait, qu'est-ce qui se passe là en moi. En échelle, enfin en disponibilité, j'aime bien alors on va citer Laetitia, alors j'ai perdu son nom de famille, mais Les, les Tigribouilles, sinon son nom voilà, d'artiste, Laetitia Marr, je crois. Letty Gribouille, qui Mhm. parle d'échelle de disponibilité, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on est dans l'impossibilité toute bête parce qu'on est fatigué, on a très mal dormi, parce qu'on a beaucoup de soucis, parce que on est juste dans cette incapacité d'être et en auto-empathie et en empathie pour l'autre. Est-ce Mhm. que, pareil, tu peux nous raconter un peu ce que c'est cette échelle de disponibilité et en quoi c'est OK, en fait? Mhm. Alors, ouais, effectivement, j'aime beaucoup cette échelle de disponibilité dont tu parles, de Letty Gribouille. Que les auditeurs pourront trouver facilement en tapant Letty Gribouille, échelle de disponibilité. C'est aussi, elle a un site internet qui s'appelle Apprenti Girafe, où Ouais, elle fait des illustrations qui, pour moi, voilà, sont d'une clarté voilà, je trouve que c'est une manière de représenter les concepts de CND qui, moi, voilà, me parlent. Et l'échelle de disponibilité, c'est avoir cette conscience, à quel niveau d'énergie je suis. Et de manière synthétique, je vais essayer de décrire comment elle l'a représenté, mais soit je suis vraiment complètement agité intérieurement, stimulé, voilà, ça bouillonne, je suis proche des émotions de colère. Ben là, il y a plus rien de disponible en moi pour pouvoir aller vers l'autre. En tout cas, si j'y vais avec l'énergie que je vis intérieurement, il est probable que ça génère chez l'autre aussi une énergie similaire et que le résultat, du coup, sera ni la relation, le résultat sera constructif pour l'un ou pour l'autre. Et donc, par l'auto-empathie, avoir cette conscience, mais des fois, dans ces énergies où là, finalement, accès à la conscience de ce qu'on est en train de vivre, c'est compliqué. Mais après, voilà, on peut se faire aussi, si seul en auto-empathie, on n'y arrive pas, aller voir quelqu'un qui nous offrira des oreilles de girafe, de l'écoute, qui nous permettra d'évacuer toute cette énergie qu'on a pour aller vers plus de disponibilité. Voilà, donc c'est un processus, enfin un processus, c'est avoir cette conscience. Est-ce que je suis très agité? Je vais demander un peu d'aide. Est-ce que je le suis un peu moins? Et seule l'auto-empathie, ça va me permettre de m'apaiser complètement. Et si je vois qu'à un moment, j'arrive voilà, je suis très ouvert à l'autre, là, je fais le choix d'aller vers l'autre. Et tu as évoqué dans l'auto-empathie, pour moi, ça se pratique régulièrement pour que ça devienne de plus en plus un automatisme. Et dans plein de situations, moi je le fais souvent, je me retrouve coincé dans les embouteillages. Ça, je peux pas changer la situation, je peux pas changer ce qui se passe autour de moi. Je peux peut-être regretter d'avoir choisi ce chemin plutôt qu'un autre,
Mais en même temps, j'ai suivi Waze, il m'a mis le chemin qui semblait le meilleur et je suis quand même dans les embouteillages. Et ben, je prends un temps, parfois, ou quand je fais la queue à un supermarché, que ça dure plus longtemps que ce que j'aimerais. Et juste dire, OK, c'est ce que je vis. Et qu'est-ce que ça me fait vivre? Je suis un peu contrarié, peut-être parce que, ouais, j'aimerais prendre soin de mon temps, faire bon usage de mon temps et d'attendre un quart d'heure à la caisse. Je suis un peu contraire avec ça. Et en même temps, je vois qu'en le faisant, je me dis, si je profitais de ces 15 minutes pour rester avec moi-même et avoir un peu de détente, peut-être que l'enjeu du temps est pas si important que ça. J'ai peut-être pas grand-chose à faire après, ou je pourrais faire le choix de décaler d'un quart d'heure. Donc, il y a plein de moments dans la vie où la CNV invite à juste s'observer, dire qu'est-ce que ça me fait vivre, qu'est-ce qui est important pour moi. Et si prendre soin de mon temps, c'est important, et peut-être que plus tard, j'aurai une stratégie différente et je me dirais, je vais arrêter d'aller faire les supermarchés le samedi à 14h et que j'irai à un autre moment de la journée. Mais voilà, toujours dans l'idée, tiens, je sais ce qui est important pour moi, je sais les besoins qui sont importants, du coup, quelles actions je peux faire pour, euh, pour me rendre la vie plus belle. C'est vraiment ça aussi l'idée de la CNV, se rendre la vie plus belle. Ça ne veut pas dire qu'elle sera belle tout le temps. Ça, ce serait utopique de croire qu'elle va être belle tout le temps. Mais en tout cas, je suis convaincu qu'en tout cas, moi, je vis la CNV comme ça me permet, voilà. Elle est plus belle que si je l'avais vécue sans la CNV, sans la conscience que la CNV m'apporte le plus souvent possible. Mm. Il y a une idée qui me traverse là en t'écoutant, c'est la notion de choix. Mhm, En fait, c'est un peu une leçon que j'ai prise dans les premiers modules de formation, mais ça m'a fait prendre conscience qu'en fait, on avait toujours le choix. mhm, Marshall Rosenberg a des exemples dans son livre là, qui ne me reviennent pas, mais qui sont assez éclairants. En fait, on a toujours le choix de ce qu'on vit et de ce qu'on... le tout, c'est d'être oui, vraiment au clair avec soi et avec les demandes qu'on se fait à mhm. nous-mêmes ou aux autres. Mais est-ce que tu as des choses à ajouter sur la question du choix? Ah oui, il y a plusieurs choses qui me sont venues. Le choix, c'est un élément vraiment central de la communication non violente, toujours dans cette idée euh, de proposer quelque chose. Vous avez le choix à chaque instant. Et l'idée, c'est de travailler la CNV pour que ce choix il soit conscient le plus souvent possible, et pas en disant cette façon de faire est mieux que l'autre, d'utiliser ses oreilles de girafe. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la manière de vivre voilà, la CNV, le processus. Si on dit non, il faut le faire absolument, c'est plus un choix, c'est une injonction et on revient dans ce paradigme de le bien, le mal. Mais se dire par la pratique, voilà, vous avez le choix, vers où vous voulez aller, qu'est-ce que vous aspirez à vivre en termes de relations et de ce que ça va vous faire vivre après. Donc, important du choix. On est seul maître de ce qu'on peut dire, faire, ressentir. Personne d'autre que nous ne peut faire ça à notre place. Et tu parlais de Marshall Rosenberg, il a plusieurs exemples. Il en a un qui est, alors j'ai envie de dire presque un peu extrême, et j'ai de la crainte à le partager. Ça peut faire vraiment réagir des gens et mettre des gens de manière inconfortable. Mais il prenait l'exemple. Il est beaucoup intervenu dans le conflit israélo-palestinien. Et je crois que je ne sais plus à quel moment, mais une personne qui racontait une histoire, un Palestinien qui avait été arrêté par un militaire israélien. Je suis gêné de partager, c'est pas pour stigmatiser Mm. Palestiniens israéliens, mais juste c'était la situation. Et je sais plus, à un moment, les gens disaient, ouais, il était menacé par une arme, il n'avait pas le choix, le Palestinien. Et il a aimé témoigner, cette personne-là, Palestinien, qu'il avait le choix, soit ses besoins d'intégrité, de dignité étaient plus importants, et donc il n'a pas fait ce que le militaire lui a demandé, malgré même la menace de l'arme. Et donc il a fait le choix, il pouvait mourir. Ses conséquences pour lui, c'était de mourir. C'était plus important pour lui de son intégrité et sa dignité que le risque qu'il encourait. Et donc il a fait ce choix, qui était très très risqué, que la plupart n'auraient certainement pas fait. Et en l'occurrence, la situation fait qu'il n'aurait pas été tué par ce militaire. Donc oui, c'est un peu extrême comme exemple, mais ça montre on est maître de ce qu'on peut faire, même si parfois on a effectivement des menaces, de l'influence d'autres qui ne nous rendent pas les choix faciles. Mais la CNV nous permet de dire, OK, cette personne-là aurait pu faire le choix. Moi, quand même, le plus important, c'est ma vie. Donc, je vais faire le choix d'obéir à cet ordre qui me met beaucoup que je trouve inadmissible. Mais en faisant les choix conscients, on vit les choses un peu moins difficilement que si on a l'impression d'être obligé de faire les choix. Oui, et du coup, c'est de là que vient le terme non-violence, c'est-à-dire, il ne faut pas croire que parce que on ne pratique pas la CNV, qu'on est violent. C'est toujours... voilà, on en revient à cette question d'intention, hein, c'est dans quel...
parce qu'on peut avoir les meilleures intentions du monde, etc. On a des schémas, on a des réflexes qui font que on a ou alors même des valeurs ou des choses qui sont plus importantes que nous, pour nous, Mhm. qui nous font faire des choix qui peuvent être perçus violents parfois Mhm. Ouais. par les autres. Ouais. J'ai vraiment envie d'insister là-dessus parce que je peux entendre parfois, on peut entendre enfin, qui ont dans l'écosystème CNV ou des gens qui l'ont vécu à leur manière et qui peuvent se dire, ah, ben, c'est le monde des bisounours, il suffit de dire oui à tout. Et pour moi, c'est pas du tout ça la CNV, je la vis pas du tout comme ça. Et c'est au contraire d'être vraiment très aligné avec ce qui est important pour moi, voire voilà, mes besoins, voire même mes valeurs, des choses qui pour moi sont non négociables en termes d'intégrité de ce que je suis et de savoir poser des limites. Voilà, la CNV, ça ne veut pas dire accepter tous les comportements des autres, mais juste voir que derrière ces comportements, il y a des besoins et essayer de voir est-ce que j'ai l'énergie pour essayer d'aller voir les besoins et voir qu'est-ce qu'on peut construire ensemble. Et parfois, avec certaines personnes, moi, j'ai fait le choix de mettre de la distance parce que leur comportement vraiment venait toucher des choses qui étaient trop sensibles. Chez moi, j'avais plus envie de vivre ce genre de relation. Mais finalement, c'est de faire un choix conscient que je prends de la distance à ces relations, non pas en étant dans le combat contre cette relation qui ne me va pas, mais faire un choix conscient. Je me préserve, je me protège, besoin de préservation, de protection, et je prends de la distance. Je pose mes limites. Voilà. Avec mes filles, ça m'est arrivé il y a encore pas longtemps. Voilà, il y a eu un comportement vraiment là, une répétition qui pour moi convenait pas dans la relation que je voulais vivre. Donc, j'ai pris un moment avec ma fille pour lui partager moi ce qu'étaient mes limites et ensuite dire, ben, ça te fait quoi quand je te dis ça? Comment toi tu vis ce partage que je te fais? Ouais, c'est très. Enfin, moi, je trouve ça extrêmement riche et quand j'arrive à le faire, parce que je suis une débutante, hein, c'est pas encore tout à fait des réflexes et évident, mais quand j'arrive à vivre ça, je trouve ça extrêmement riche, extrêmement nourrissant. Ça nourrit l'humanité, c'est-à-dire que ouais, c'est vraiment pour moi quelque chose qui nourrit mon humanité et c'est vraiment, à chaque fois, je ressors avec le cœur rempli de gratitude pour ce qu'on vient de vivre. Et donc, j'ai envie aussi de parler des sentiments et des émotions parce que je voudrais qu'on reprécise un peu que toutes les émotions sont accueillis dans la CNV, c'est-à-dire même si j'ai de la violence en moi, en fait, c'est important de l'accueillir et de comprendre pourquoi je suis dans cette exaspération, dans cette colère. On entend souvent émotion négative, émotion positive. C'est encore une pensée binaire hein, qui est pas tout à fait raccord avec la CNV. Est-ce que tu peux ouais, nous rappeler combien les émotions et toutes les émotions sont importantes à accueillir? Donc, tu as déjà Mm. donné quelques éléments de réponse dans ta question. Effectivement, moi, quand on parle d'émotions dans les ateliers que j'anime, les stages, rapidement, j'évoque la façon habituelle qu'on a de parler des émotions entre positives et négatives. Et au sens de la CNV, elles sont toutes positives dans le sens où elles contribuent à quelque chose d'important pour nous à nous donner. C'est un indicateur de quelque chose qu'on est en train de vivre qui est vraiment important pour nous. Donc, elles sont toutes à notre service, même si certaines sont désagréables à vivre. Généralement, la peur, la tristesse et la colère, pour la plupart d'entre nous, c'est pas agréable à vivre. On aimerait vivre plutôt de la joie. Donc, il y a celles qui sont agréables et celles qui sont inconfortables, désagréables. Celles qui sont agréables, plutôt au registre de la joie, ça veut dire que ce qu'on est en train de vivre, ça nourrit nos besoins, ça nourrit des choses qui sont importantes pour nous, et donc on a du plaisir à le faire, et notre système nerveux, notre corps nous dit, vas-y, donne-moi encore. Donc voilà, on vit de la joie et on a envie de revivre ces moments-là encore et encore. Et à l'inverse, les émotions désagréables, notre corps nous dit, oh là là, attention là, il y a quelque chose que tu aspires à vivre et que tu vis pas. Et donc, la CNV nous dit, n'essayez pas de cacher, de dissimuler ces émotions, puisqu'elles sont un indicateur de ce que ça vous fait vivre, et au contraire, donne la direction vers là où ça vous apportera plus de bien-être. Et j'aime cette métaphore que j'ai repris, je pense, de Thomas Danzambourg. Enfin, en tout cas, c'est un formateur en communication non violente, qui est un grand conférencier, qui écrit des livres que je recommande fortement. Je l'ai entendu de lui, je ne sais pas si c'est lui qui l'a créé, mais il compare ça aux indicateurs sur le tableau de bord d'une voiture. Moi, j'aime bien le reprendre dans mes conférences. Voilà, quand il y a l'indicateur de la jauge de carburant qui s'allume, il vient à l'idée de personne d'arrêter la voiture et d'aller ouvrir le capot et de débrancher
le capteur de la jauge de carburant de pour faire disparaître le signal. Tout le monde va dire, ouah, il y a un problème, la voiture manque d'essence, dans pas longtemps elle va s'arrêter, faut que je trouve absolument une station-service pour remettre du carburant. Et bien pour les émotions, pour les êtres humains, pour tous les êtres humains, nous sommes des êtres émotionnels, c'est la même chose. Si on a un indicateur qui s'allume, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui fonctionne pas quand c'est des émotions désagréables, qui fonctionne pas comme on aimerait. La CNV nous dit, ben, accueille ça, essaye de comprendre quel est ce besoin et vois quelle action concrète tu peux mettre en place pour essayer de vivre le plus possible et le plus souvent possible ce besoin qui est si important pour toi. Et éventuellement, fais une demande à l'autre si ça concerne c'est une relation, ou à toi-même Ouais, si c'est quelque chose que tu peux résoudre toi-même. ouais, ouais. Mm, mm. J'ai envie de préciser à quelque chose vraiment aussi d'important dans la CNV, la demande. La Mm. demande, c'est pas une exigence. En CNV, alors, comment on fait la différence entre une demande et un ordre? Parce que la manière de le formuler peut être complètement similaire. En fait, une demande, c'est qu'on est prêt à entendre non de la part de l'autre. Si on n'est pas prêt à entendre non, ça veut dire qu'en fait, on donne un ordre. Et là aussi, moi, j'ai bugué un peu au début de la CNV. J'ai dit, oh, mais moi, dans mon rôle de papa, j'ai envie aussi d'être un peu ferme et c'est plus tranquille pour moi de dire là où les filles, vous faites ça et c'est non négociable. La CNV l'interdit pas, mais encore une fois, elle invite à avoir la conscience que quand je donne un ordre à quelqu'un, eh ben, il a que deux façons, de mon point de vue, de réagir. C'est soit il va se soumettre à cet ordre et intérieurement, ça va pas être agréable pour lui, et donc dans la relation qui se joue de manière implicite, ça va pas être au service, ou alors la personne va se révolter. Donc là, c'est le schéma de mes deux filles. Hein. La première était vraiment dans la soumission, j'avais pas conscience de ce qu'elle vivait, mais intérieurement, c'était pas confortable pour elle. Et j'avais la deuxième, et elle était dans la rébellion. Elle dit non, je suis pas d'accord avec mon ordre. Et je te l'exprime avec vraiment toute l'énergie que ça me fait vivre. Et dans les deux cas, c'est pas, ça peut dégrader la relation. Mais juste, moi, quand je vous donne des ordres à mes filles, avec cette conscience, je leur dis d'ailleurs, ben, je vois que à ce moment-là, ça peut être désagréable, mais la plupart du temps, j'essaye de leur faire des demandes et d'accepter qu'elles puissent me dire non et trouver ensemble une stratégie différente qui serait OK pour tous les deux. Et c'est là qu'on reboucle sur la coopération. C'est ça, c'est le principe de la coopération, c'est ça. C'est Ouais. être dans la demande et pas dans l'exigence, quitte à ce que la demande se transforme en un troisième chemin qui soit pas Mhm. celui qu'on avait imaginé, mais qui est co-construit avec la personne en face et qui permet de répondre aux besoins qu'on avait exprimés à travers cette demande et à un besoin en face qu'on n'avait pas forcément, dont on n'avait pas forcément conscience. D'où effectivement, enfin, vraiment pour moi, si on pouvait conclure, la CNV, c'est vraiment le langage de la coopération et l'outil de la coopération. On arrive bientôt à la fin de notre échange, qui a été très riche. Je suis contente parce que on a à peu près balayé toutes les thématiques que je voulais aborder, donc c'est très riche et je suis assez remplie de gratitude et de joie voilà, de voir qu'on a parcouru tous les sujets que je voulais aborder avec toi. Pour terminer, on va arriver à la conclusion. Si tu avais, toi, un livre déclic, une lecture qui a été un déclic pour toi ou qui pourrait être un déclic pour les autres, est-ce que tu as un livre à conseiller? Je noterai les références, hein, toutes les références, tout ce qu'on s'est dit, je les noterai dans la description de l'épisode. Il y en a deux qui me viennent tout de suite. Alors, je réponds pas complètement à ta question, mais j'entends ça comme une demande. Hein. Oui, c'est ça. Non, il y en a. Pourquoi il y en a? Alors, j'ai envie de commencer par celui qui est la référence en termes de communication non violente. C'est des fenêtres, ou bien ce sont des murs, écrits par Marshall Rosenberg. Donc, j'ai envie de commencer par celui-là pour le citer, puisque c'est Marshall Rosenberg qui a créé ce processus de communication non violente. Et moi, j'ai le souvenir que quand je l'ai lu, c'était à chaque page, c'est waouh, 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 et puis je découvrais des trucs, voilà. Alors, ça peut être très, très, très déstabilisant hein, de voir tout ça et dire waouh, de réaliser tout ce qu'on a pu faire, tout ce qu'on a pu vivre, et voilà. Et j'en ai un autre que je recommande aussi pour ceux qui veulent découvrir la CNV. C'est un livre de Thomas Danzambourg que j'ai cité tout à l'heure. Cessez d'être gentil, soyez vrai, qui me semble plus abordable. J'ai beaucoup aimé dans ce livre où il prend des situations de la vie quotidienne formulées dans un langage assez ordinaire
Et puis il met entre parenthèses à chaque fois, là en disant ça, je parle d'un besoin, là je parle d'une émotion. Et donc ça permet de voir dans un langage très ordinaire qu'il maîtrise à merveille comment derrière il y a la structure de la CNV. Et c'est ça que j'aime aussi. Mm. La CNV, si on l'applique de manière très protocolaire, le processus OSDD, observation, sentiment, besoin, demande, ça crée pas de lien. Les gens disent mais c'est quoi ce langage que tu utilises? Mais juste d'avoir cette structure intérieure et de continuer à le parler de manière la plus naturelle possible, habituelle. Voilà, un langage commun partagé par le plus grand nombre. Donc voilà, c'est les 2 livres que j'ai envie de recommander. Et il y a un petit truc qui me vient, j'ai peur de pas avoir le temps de le lire, donc j'ai envie de le glisser maintenant. Vas-y. Mais tu as dit, la CNV, c'est l'outil de la collaboration. Alors, j'ai envie de dire un grand oui, et aussi avec un gros astérix, j'ai envie de dire c'est un outil, la Mm. collaboration. J'ai vraiment envie d'insister là-dessus pour pas stigmatiser, dire c'est celui-là et c'est pas autre chose. Parce que voilà, moi j'ai aussi essayé un peu de PNL et j'ai beaucoup aimé la PNL. Mm. Il y a sûrement plein d'outils. Dans les stages de CNV, il y a des gens qui ont fait de l'analyse transactionnelle. Voilà. Et moi, je crois beaucoup à la complémentarité de tous ces outils. Il y a l'énéagramme du 10 qui permet de mieux se Mm. connaître, mieux connaître les gens. Et j'ai envie qu'on fasse du et Oui. avec les idées de chacun. Mais évidemment, moi j'ai envie de promouvoir la CNV. Voilà, c'est celui que j'ai fait le plus et de très loin. Et c'est celui que j'ai envie de transmettre. Mais peut-être certains s'y retrouveront pas assez et préféreront aller vers d'autres outils, processus qui leur conviendront mieux. Ouais, j'ajouterais qu'en fait, j'y vois un des principaux outils parce que dans tout ce que j'ai pu déjà, les interviews que j'ai pu déjà réaliser, il y a toujours cette idée de l'intention, hein, de comment on aborde les choses, la qualité de la relation, tu vois, qui vient souvent, qui sont des questions centrales dans la coopération. C'est voilà, comment on prend soin de la relation pour atteindre le résultat, mais le résultat n'est pas forcément le plus important, Hum, l'important étant la relation. Mais tous les outils que tu as cités, effectivement, sont aussi des outils de connaissance de soi et donc de connaissance des autres qui viennent évidemment nourrir la relation et aider à la relation. Et voilà, donc j'avais envie de te demander si tu avais un seul message à faire passer, mais on en a parlé sur l'esprit de coopération, sur l'intention, hein. Tu l'as dit tout à l'heure, s'il y avait un truc à retenir, c'est l'intention. Donc, je ne vais pas te reposer la question. Et puis, donc, pour terminer notre échange, comme on a l'habitude de le faire en CNV, on parle des besoins de célébration qui contiennent aussi le besoin de deuil. Je voudrais que tu nous dises si tu avais une célébration à faire là en cette fin d'entretien ou si tu avais un deuil à formuler. Si tu souhaites les partager, hein, évidemment, ça n'est pas ouais, une ouais. obligation. Dans quel ordre je vais les dire? Alors, ouais, de poser, enfin, le deuil, c'est se dit, mince, c'est déjà fini. Et vraiment, moi, je me régale à faire ça. Du coup, ça fait un lien avec la célébration, mais ouais, un peu de frustration. Ah, c'est déjà fini, j'aurais tellement de choses à dire. Et en même temps, j'accueille que, voilà, que le maximum de gens aient envie de suivre le podcast, d'avoir un format pas trop long. Voilà, je crois que ça aura du sens. Et la célébration, beaucoup de plaisir. J'ai pas vu le temps passer. Très agréable pour moi. Merci de la proposition. Euh, voilà, c'est dans la continuité de ce que moi j'ai envie de vivre avec la CNV et comment j'ai envie de, de partager moi ce que ça me permet de vivre et ça m'a permis de vivre et j'espère que ça a donné envie à des gens d'aller expérimenter ça. Donc la célébration, c'est ça. Et je mettrais aussi la CNV, ça nous invite à nous rendre la vie plus belle. Et si pour certains, se rendre la vie plus belle, c'est ne pas faire de CNV par toutes les craintes que ça pourrait réveiller chez eux d'aller explorer des endroits qu'ils n'ont pas envie d'aller, eh ben, c'est OK aussi. Et c'est ça que j'ai envie de dire, c'est euh, peut-être que là, ça vous parle pas aujourd'hui, ça vous parlera un jour, ça vous parlera peut-être jamais. Essayez juste quelques sensibilisations et voyez si ça résonne pour vous. Et si c'est pas le cas, voilà, de faire le choix de rester dans sa zone de confort et de vivre le confort actuel, c'est aussi un choix qui nourrit des besoins. Donc c'est important de célébrer ça, de célébrer que là on en est, c'est nos chemins à chacun. Et merci pour cette offre, cette proposition d'échange, d'interview. C'est beaucoup de joie pour moi. Et puis on va terminer avec
avec une dernière question. Avec quelle intention ou quel prochain petit pas tu voudrais faire pour plus de coopération dans les collectifs auxquels tu appartiens? J'entends collectif au sens large, hein, la famille, c'est un collectif, par exemple. Mmh. Là, j'aime bien cette synchronicité. Euh, J'étais à un stage le week-end dernier, j'assistais à Elodie Auchard, qui est une formatrice certifiée qui est à Montpellier sur les thèmes des croyances limitantes. Voilà. Et j'ai finalement été beaucoup participant parce que le nombre était impair, donc j'ai complété des binômes. Et j'ai travaillé cette croyance que j'ai envie, voilà, de contribuer, d'avoir ma place et de contribuer à dans l'écosystème des transmetteurs de la CNV. Et mon petit pas pour vivre ça, ben, c'est de m'impliquer encore un peu plus dans cet écosystème de transmetteurs de CNV et de proposer des moments d'échange entre transmetteurs, qu'ils soient certifiés ou qu'ils ne le soient pas. Parce que je suis convaincu que plus on sera nombreux à transmettre la CNV, à transmettre ce que ça nous apporte à chacun individuellement et en collectif, et à montrer l'exemple que dans ce collectif, ça crée de la collaboration, de la coopération, de l'émulation. Voilà. Donc, j'ai envie de faire des petits pas, et notamment d'organiser la prochaine journée des transmetteurs CNV du Grand Sud-Ouest. On essaie d'organiser là dans les prochaines semaines. Et ouais, je fais partie de l'équipe d'organisation et je suis motivé pour faire duer avec tous ceux qui ont envie de transmettre cet incroyable outil de transformation personnelle et collectif. Eh ben, je n'ai plus qu'à te remercier, Olivier, pour tout ce que tu nous as partagé. Vraiment, j'ai été ravie de ce moment et à bientôt. Merci, à bientôt. Merci à Olivier pour tout ce qu'il nous a partagé. Je dois vous avouer que j'ai ressenti le besoin de faire un deuil au moment de diffuser cet épisode. Le deuil d'un son parfait. Je me suis longtemps demandé si je devais proposer à Olivier de réenregistrer cet échange en modifiant la configuration technique pour une meilleure qualité de captation du son. Mais nous aurions perdu la spontanéité de l'échange et toutes les émotions authentiques qui en découlent. J'ai donc fait le choix, et nous avons toujours le choix, comme nous l'avons expliqué dans cet épisode avec Olivier, de conserver l'enregistrement initial, même imparfait, parce que cela fait davantage de sens pour moi. C'est en faisant les choses et en acceptant une part d'imperfection qu'on apprend, et cette expérience m'a permis d'affiner encore mes connaissances techniques pour les prochains épisodes. Alors un grand merci pour votre écoute, et j'espère que vous avez appris des choses, que vous avez passé un bon moment et que cet épisode vous a donné envie d'essayer de communiquer avec un peu plus de conscience autour de vous. À très bientôt pour un nouvel épisode d'Esprit de coopération, et en attendant, prenez soin de vous.